Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 103 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Manon Montessuie. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, aujourd'hui, je reçois une invitée qui a décidé de transformer un défi en passion, puis en entreprise innovante. Il s'agit de Manon Montessuie et elle a fondé Nonam, une maison artisanale qui bouscule les codes du pâté en croûte. Ancienne professionnelle de l'hôtellerie et de l'événementiel, Manon a tout quitté pour suivre un appel inattendu, celui de la charcuterie fine. En seulement quelques années, elle est devenue vice-championne de France de pâté en croûte, membre du Collège culinaire de France et surtout une artisane reconnue pour son exigence, sa créativité et ses engagements responsables. Dans cet épisode, Manon nous raconte son déclic, les coulisses d'une reconversion audacieuse, ses valeurs entrepreneuriales et sa vision d'une gastronomie qui marie tradition et innovation. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Manon. Bonjour. Manon, merci de te joindre à moi pour parler de ton expérience sur ce podcast Blue Meat Voice. C'est vraiment encore une belle aventure qu'on va vivre aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as vécu dans ton parcours et je suis vraiment contente donc de t'avoir avec moi. Merci à toi pour m'accueillir et puis prendre le temps aussi d'écouter mon parcours. C'est super chouette. Alors donc, avant de plonger vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et présenter ton activité actuelle? Bien sûr, je m'appelle Manon Montessuie, je viens d'avoir 30 ans et je suis charcutière. Et il n'y a pas du tout d'histoire familiale derrière. Simplement, un jour, il y a quelques années, il y a assez peu de temps finalement, mais j'ai juste eu envie de manger un vrai pâté en croûte. Et donc, je suis allée voir mon boucher pour lui demander des conseils de fabrication. Et en fait, il m'a rionné. Il m'a dit, c'est trop long, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps. Et en plus, moi, je suis boucher, pas charcutier, c'est deux métiers complètement différents. Et en fait, ce jour-là, sans qu'il le sache, au fond de moi, il m'a lancé un défi. Et je me suis dit, OK, si c'est compliqué et il y a un vrai challenge derrière, je vais le faire dans ma cuisine à ce moment-là, chez moi, parce que j'avais mon métier, j'étais responsable événementiel et restauration. Je suis issue du milieu de l'hôtellerie, j'ai fait mes études là-dedans, j'ai une licence en management hôtelier et touristique, j'ai beaucoup voyagé aussi dans ce métier. Et en fait, quand j'ai démarré ce produit dans ma cuisine, à ce moment-là, je suis tombée vraiment en amour du produit. Je trouvais ça passionnant. Et quand je me prends d'une passion, en général, ça devient quasiment obsessionnel au regard, enfin, pour les gens, en tout cas, pour moi, bon, c'était comme d'habitude, ni plus ni moins. Et en fait, je suis tellement tombée dans une espèce d'obsession du produit, de le réussir et de le comprendre et de le maîtriser que 6 mois après, je quittais mon CDI pour partir faire un CAP charcuterie traiteur. Donc, que j'ai démarré en 2021, que j'ai eu en 2022. Et pendant cette reconversion, j'ai fait un concours
concours de pâté en croûte national et je suis arrivée deuxième. Donc, je suis vice-championne, si on veut donner le grand titre, vice-championne de France du pâté en croûte. Et donc, dès que j'ai fini mon CAP, j'ai décidé de monter ma structure. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, l'entrepreneuriat. Mais du coup, ça s'est présenté à moi à ce moment-là et j'ai monté ce projet. Et il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, en octobre 2023, j'ai fondé Nonam, qui est une entreprise dédiée au pâté en croûte pour les professionnels de la restauration. Donc, essentiellement les restaurateurs, mais aussi les traiteurs, les cabarets, les épiceries fines, les bouchers, les charcutiers, enfin voilà, tout type de professionnel de la restauration qui va acheter mon produit pour le revendre. Voilà ce que je fais aujourd'hui et je m'éclate. Et ça s'entend. Ben écoute, merci de nous avoir voilà présenté un petit peu les grandes étapes. On va reprendre chacune d'elles. Voilà, tu me connais pas encore, mais voilà, c'est ma spécialité, c'est de reprendre les choses les unes derrière les autres. Donc tu nous as parlé en fait dans un premier temps de ta vie d'avant. Voilà, Oui, tu étais dans l'événementiel, si je me trompe pas, dans l'hôtellerie de luxe. exact. Voilà. Qu'est-ce qui a fait, parce que tu peux avoir une passion sans pour Oui. autant dire, bon, bah, je prends mes clics et mes claques, au revoir le CDI, passe à autre chose. Qu'est-ce qui a fait que dans cette carrière, dans l'événementiel, dans l'hôtellerie de luxe, tu nous as parlé que tu voyageais beaucoup. Donc j'entends une richesse par rapport à ce parcours-là, quelque chose qui t'a tenu des années. Et voilà, parle-nous un petit peu plus quand même de ce déclic qui a fait que t'es passé de l'autre côté. Et déjà, pour revenir juste au point d'avant, j'ai même pas dit, mais à côté de ce laboratoire, du coup, je produis pour les professionnels, je donne aussi des ateliers à domicile pour les particuliers, parce que j'aime D'accord. beaucoup transmettre et bah, faire comprendre que c'est possible de le faire chez soi. Et du coup, parce que j'ai eu beaucoup de demandes de mes recettes, etc., pendant ces cours, j'ai créé un e-book pour le moment. J'aimerais beaucoup l'imprimer, mais c'est en cours, c'est un projet. Un e-book qui est interactif avec des vidéos, etc. Mais c'est toujours, en tout cas, tourné autour de ce produit, un peu cette petite obsession qui est devenue une obsession saine, mais voilà. Et donc, pour répondre à ta question sur la partie hôtellerie, j'ai énormément appris dans ce milieu. J'étais pas forcément destinée à faire ça. Toute ma vie, j'ai eu envie de devenir kinésithérapeute quand j'étais petite. Et donc, j'ai commencé par des études évidemment scientifiques, un bac scientifique. Je suis même partie en fac de médecine. Ça a duré 3 jours parce que je me suis très vite rendu compte que j'avais besoin d'un cadre et d'une rigueur que je trouvais pas en fac et que j'allais plutôt trouver dans une école. Et puis du coup, je suis partie vivre à Londres, un peu en claquant tout à 18 ans, en me disant au moins j'apprendrai l'anglais et puis ça m'apportera quelque chose. Quand je reviendrai en France, peut-être que mes idées seront plus claires. Et en fait, quand je suis revenue en France, ça n'a pas duré très longtemps cette période, mais quelques mois après, je me suis rendu compte que j'avais envie de voyager, découvrir des nouvelles cultures, que je trouvais ça hyper passionnant de rencontrer du monde, des nouvelles personnes, d'apprendre d'eux, surtout au niveau culturel. J'avais énormément de choses à apprendre et voyager. J'avais vraiment envie de faire ça. Et en fait, l'hôtellerie m'a permis ça parce que j'ai pu voyager dans le monde entier, évidemment, avec mon métier. J'ai pu découvrir vraiment des cultures puisque je vivais sur place et je vivais avec les gens du pays et j'apprenais énormément. Et j'ai aussi appris, enfin, surtout l'excellence parce que j'étais évidemment dans le luxe, donc j'avais l'excellence du service, ce sens du détail qui m'aide énormément aujourd'hui, et la rigueur, encore une fois, dont j'avais besoin quand j'ai fait mes études au départ, et ce qui continue aujourd'hui de me nourrir et de m'apporter énormément dans mon entreprise. Et puis, en hôtellerie de luxe, on a une pression qui est constante, une pression par rapport aux clients qui payent en général un montant très important pour leur nuit d'hôtel ou leurs activités, etc. Donc il y a une pression qui est un peu constante dans ce milieu. En plus, c'est des horaires relativement denses. Enfin, on travaille énormément, surtout à l'étranger. Par exemple, j'ai travaillé en Asie. En Asie, c'est un peu différent de la France. Enfin, évidemment, ça dépend des pays, mais en général, on travaille plutôt 6 jours
que 5 dans la semaine et c'est des longues, longues journées avec des coupures, enfin des journées qui sont très denses, quoi. On commence à 8 heures et puis on finit le soir vers minuit et au milieu on a une pause, une longue pause entre guillemets selon le travail qu'il y a évidemment. Mais du coup, cette pression, elle m'a obligée à être résiliente sans arrêt et à me remettre en question et à avoir une très haute exigence que j'avais déjà naturellement, mais de moi-même, des gens avec qui je travaillais, de la qualité de ce qu'on proposait. Et puis, au-delà de ce que ça m'a appris et ce qui m'apporte, ça m'a surtout appris ce que j'avais pas envie d'avoir dans ma vie à la fin. Et je savais profondément que je voulais devenir entrepreneur et que le salariat ne me convenait pas. Et ça, je m'en rendais compte très vite parce qu'à chaque poste que j'ai eu, il n'y en a pas eu beaucoup parce que je m'en suis rendu compte assez vite. Tu vois, j'ai passé mon diplôme, j'ai fait une licence, donc j'ai dû finir, je sais pas, je devais avoir 21 ans, et puis je suis partie travailler, donc tu as eu des stages, il y a eu deux, trois postes après ça, mais au final, ça a été quand même relativement court. Et en fait, au bout de 3 mois, à chaque fois, ben, je m'ennuyais énormément. Je manquais de challenge, je manquais aussi un peu de reconnaissance. Donc, je créais enfin, des projets à l'intérieur des entreprises dans lesquelles je travaillais, ce qui me permettait de me challenger moi-même, puisqu'on ne me donnait pas de challenge quand j'en demandais. Donc, ça s'est un peu fait comme ça, tu vois. Et en fait, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que je faisais c'est de l'intrapreneuriat, il me semble. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui était en moi, j'avais envie de créer. Et donc, bah, évidemment, ce produit, le pâté en croûte, c'est un produit de création qui est infini, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis partie là-dessus, globalement. Voilà. Je sais pas si j'ai bien résumé, je suis un peu Mais partie oui, plein oui, d'endroits. oui, oui. Pas de Un peu souci. moi, Je désolée. te rattraperai si, voilà. N'hésite pas parce que j'ai tendance à vraiment partir loin des fois. Et donc là, en fait, ouais, tu viens de nous donner les clés vraiment importantes par rapport à ce que cette expérience dans l'hôtellerie de luxe t'a apprise comme leçon, comme également compétence, hein, voilà. Tu parlais de rigueur, tu parlais de recherche de l'excellence, de résilience. Et en fait, euh, là, tu m'as donné les grandes lignes et j'aimerais qu'on revienne sur le déclic. Parce que, ok, tu es dans l'hôtellerie de luxe, tu es peut-être encore en Asie et tu es en train de revenir en France, tu rencontres ton boucher qui te donne ce défi. Moi, mon boucher, il me donne un défi, c'est pas pour autant que je vais en faire, voilà. Euh, En fait, pour t'expliquer un petit peu ma réflexion, j'ai toujours eu un peu cette fibre, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais j'ai toujours aimé créer déjà de mes mains. Donc j'ai fait beaucoup d'ateliers, de peinture, de dessin, de petits objets en pâte Fimo. Je ne sais pas si tu connais, c'est une pâte à modeler Et oui, pour faire les bijoux. Et en fait, à côté de créer, ce que je faisais, c'est que je les vendais ensuite dans la cour de l'école. Et donc, je vendais, et au-delà de vendre, j'avais un petit carnet que j'ai encore aujourd'hui, mais où je notais toutes mes charges, donc tout ce que j'avais acheté, tous mes achats, et à côté, je notais toutes mes ventes. Et le prix, et puis le client à qui j'avais vendu ça, qui était ma copine, ma mère, ma sœur, enfin peu importe. J'ai pas de sœur, je dis n'importe quoi, mais la sœur d'une amie, enfin voilà. Et en fait, j'ai commencé comme ça, et je notais déjà, et j'avais, je sais pas, j'étais au collège-lycée, donc j'étais quand même relativement jeune et puis enfin c'était pas inné de faire ça. Donc voilà. Et donc j'ai toujours aimé faire ça. La cuisine c'était quelque chose que j'adorais faire. Et en fait même quand je travaillais à l'étranger notamment, en fait toutes ces coupures dont je te parlais au début, ces temps de pause qu'on avait, je les passais en cuisine avec les cuisiniers et on d'accord. apprenait des choses, on échangeait, on discutait sur leur culture. Et il m'apprenait plein de trucs de cuisine. Enfin, c'était hyper intéressant. Et déjà là-bas, j'avais pour idée de monter un projet dans la restauration.
Mais c'était plutôt, pas forcément je cuisine, mais en tout cas, je gère une entreprise. Et ça, je voulais vraiment le faire en rentrant. Je m'étais dit, ok, je rentre en France et puis je monte mon truc. Donc, j'avais déjà commencé à faire des plans, enfin des espèces de business plans, tu vois, avec des idées bien notées, organisées, machin et tout. Et puis, euh, et puis en fait, quand j'ai découvert ce produit, ça s'est fait très vite parce qu'en fait, ce moment avec le boucher dont je te parle, c'était en janvier 2021. Et tout de suite, je me suis mise à en faire beaucoup, toutes les semaines quasiment, parce que je voulais vraiment comprendre le produit et le maîtriser. Et en fait, en plus, à ce moment-là, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'étais à ce moment-là responsable événementiel dans une entreprise qui accueillait plus de 300 personnes par jour. Et donc, on a fermé au même titre que des boîtes de nuit ou des salles de concert. Donc, on a fermé très longtemps, en fait. On a Oui, fermé du début du confinement jusqu'à septembre 2021. d'accord. Donc, il y a eu un an et demi en fait. Donc, pendant cette année et demie, forcément, je me suis mise à réfléchir énormément. Je savais aussi que j'étais plus du tout alignée avec l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc, le confinement m'a beaucoup arrangée, je vais pas te mentir. C'est un peu arrivé à point nommé parce que j'avais monté un projet, encore une fois, d'entrepreneuriat, un projet RSE dans lequel j'avais mis énormément d'énergie. J'avais passé des mois à monter ce projet. On m'avait dit, ah, c'est super, montre-nous un dossier bien complet, machin et tout, et je l'ai fait. Et en fait, quand j'ai présenté le dossier, bah, il s'est plus rien passé. Alors qu'on parlait de petites choses pour améliorer la RSE de l'entreprise et la partie éco-responsable, qui étaient très simples. Par exemple, en fait, on accueillait des entreprises pour des séminaires, des conférences, etc. Et donc, ils venaient toujours avec tous leurs goodies. Donc, ça pouvait être des carnets, des stylos, logotés, évidemment, donc qu'on ne pouvait pas réutiliser sur d'autres groupes. Et donc, bah, qu'on finissait par jeter des carnets et des stylos neufs. Et moi, je me disais, il y a quand même un vrai sujet. On peut pas jeter du matériel comme ça. Il y a des gens qui en ont besoin, j'en suis certaine, et je vais trouver. Et donc, j'avais trouvé une personne d'une association qui envoyait en Afrique. Et cette personne était dans la même rue. Donc, je lui ai envoyé un SMS, elle venait chercher. On n'avait rien à faire, ça nous coûtait rien, ça nous débarrassait. Et ça avait beaucoup plus de sens, tu vois. En fait, quand même ces petites choses n'ont pas été mises en place, ça a été tellement frustrant que je me suis dit, il faut que je trouve un moyen pour faire autre chose, partir et monter quelque chose qui soit vraiment aligné avec mes valeurs. Soit c'était à ce moment-là, en tout cas, c'était soit je trouve une entreprise qui est à 100% alignée, mais ce que je pensais quand j'ai signé avec cette entreprise-là, tu vois, donc Ouais, c'était hyper déceptif, soit bah, je monte mon truc à moi, et là je suis bah, 100% sûre que c'est aligné avec mes valeurs, puisque c'est moi qui décide les valeurs de l'entreprise. Et c'est ça que j'aimais dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est que je pouvais enfin décider des valeurs, être 100% aligné. On avait pareil, on avait des énormes buffets et il fallait qu'ils soient pleins jusqu'à la fin. Sauf que, bah, évidemment, que c'est plat jusqu'à la fin, ça veut dire que tu jettes énormément. Et il y avait tellement de gaspillage. Et on sortait de cette entreprise qui était en plein Paris, dans un super quartier. Et tu avais des gens dans la rue. Et je me disais, c'est horrible d'être là et de rien pouvoir faire, tu vois. Donc oui, je pense que ce vrai déclic, il a été avant le pâté en croûte en soi, tu vois. Le pâté en croûte, ça a été un peu ma solution que j'ai attrapée. Je me suis dit, ok, je vais en faire quelque chose. Mais le vrai déclic, ça a été, je suis tellement pas alignée avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle je suis qu'il faut que je trouve un moyen de contrer ça, en fait, et de créer mes propres valeurs. Et voilà. et donc là, en fait, oui, il y a un désalignement avec ta société. Tu es en France et donc il y a ce challenge de ton boucher. Il y a le pâté en croûte que tu embrasses par rapport à une passion qui t'anime. Et donc le passage entre l'un et l'autre, tu as dit que tu avais quitté ton CDI. Est-ce que, alors là, c'est ma casquette de coach qui va te poser la question, c'est est-ce que tu as suivi par exemple le processus démissionnaire avec Transition Pro ou pour ta formation le projet de transition professionnelle? Comment ça s'est passé par rapport à la formation et à la granulométrie un peu plus fine de ton projet? C'est une question hyper intéressante. J'ai voulu faire les choses vite, donc j'ai simplement démissionné
pour que ça aille le plus vite possible. Il me semble que j'avais une période, je sais même plus le terme, mais tu sais, cette période bah, où tu dois attendre un mois ou deux avant de Ah oui. pouvoir sortir de la société. Il me semble que je l'ai renégocié pour qu'elle soit la moitié. C'était 2 mois, on est passé à un mois, sachant qu'on était à ce moment-là en septembre et que bah, la rentrée avait déjà commencé dans le CAP que je voulais faire. En fait, au départ, ce que je cherchais, c'était un CAP à faire en ligne. Mais je savais que je voulais aller vers la charcuterie, ce qui était pour moi le plus complet et ce qui m'intéressait le plus. Et en fait, apprendre ça en ligne, c'était pas faisable à ce moment-là. Ça ne l'est toujours pas vraiment d'ailleurs, mais parce qu'il y a trop de matériel à avoir, c'est quand même très technique et peu demandé en fait, je pense. Donc du coup, c'est vrai que t'as pas tous ces cours en ligne comme tu peux l'avoir pour la cuisine, la pâtisserie, que tu peux plus facilement faire chez toi en achetant quelques matériels, quoi. Mais tout le monde n'a pas un hachoir chez soi, un poussoir pour faire des croquis, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, du coup, c'est vrai qu'en termes d'achat de matériel, etc., il y avait rien sur Internet. Et en fait, un jour, j'ai rencontré, enfin, quand j'ai démarré ce produit, quand je t'ai dit en janvier, j'ai tout de suite monté un compte Instagram pour faire rire mes potes parce que je les voyais plus tellement j'étais complètement obsédée par le produit. Je faisais que ça toute la journée. Et du coup, j'avais monté un compte Instagram pour les faire marrer et garder un peu le lien, où je dansais en donnant des conseils de fabrication du produit. Donc, tout le monde s'est un peu dit, c'est qui cette folle? Et dans le milieu, comme c'est un petit milieu, du coup, j'ai commencé à me faire pas mal de contacts. Et en fait, juste avant septembre, juste avant que je reprenne le travail, j'ai eu rendez-vous avec un charcutier parce que je cherchais à ce moment-là un laboratoire pour produire en même temps que mon CDI. Mon but, c'était vraiment, bah, je trouve un labo, je produis le week-end, la semaine, je travaille, et puis je vais finir par trouver une solution ou gagner assez d'argent pour avoir mon propre labo après. Et en fait, à ce moment-là, où on discute, il me dit, mais tu sais, moi, si jamais tu veux faire un CAP en apprentissage, je te prends en apprentissage. Et en fait, je pense que quand j'ai repris le travail, tout s'est un peu connecté. Et je me suis dit, bah ok, je vais partir. Et j'avais cette assurance-là que du coup, je partais en apprentissage. Donc, apprentissage, ça voulait évidemment dire que mon salaire était beaucoup moins important que ce que j'avais en CDI en tant que responsable événementiel, évidemment. Mais j'ai fait ce choix bah, de partir en apprentissage. J'étais payée au SMIC parce que bah, j'avais la chance d'avoir plus de 21 ans, je crois, où il y a un âge où du coup, quand tu es en apprentissage, t'es mieux payé en tout cas que si tu étais beaucoup plus jeune. Donc du coup, j'ai eu cette chance-là et en plus d'avoir cette chance d'avoir un SMIC donc qui me permettait quand même de payer mon loyer à ce moment-là et mes charges, j'avais aussi l'âge pour rentrer en CAP jeune et pas CAP adulte, ce qui me permettait que la formation soit 100% prise en charge, D'accord. pardon. Donc, j'ai eu cette chance-là d'avoir une formation 100% prise en charge, hyper complète parce que c'était bah, une semaine d'entreprise, une semaine d'école, où tu vois, il y avait un rythme comme ça, où du coup, tu apprenais énormément. Et en un an, du coup, parce que c'était un CAP dit connexe, qui te permet, quand tu as déjà un diplôme, de ne pas passer toutes les épreuves type français, sport, Oui. toutes les épreuves qui n'ont pas d'intérêt pour ton métier, en fait. Donc du coup, j'ai fait ça en un an même pas en fait, parce que j'ai commencé du coup fin octobre et puis ça s'est terminé fin juin, quoi. Donc ça a été hyper dense et très rapide. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait. En fait, j'ai démissionné parce que je voulais pas négocier une rupture conventionnelle. Enfin, je voulais quelque chose qui soit rapide. Et donc, le plus simple pour moi, c'était, enfin, j'avais pas envie de rentrer dans des négociations. Ça s'est pas très bien passé non plus la fin pour être honnête. Donc, du coup, j'avais juste envie de m'en aller et de Mm. prendre un peu de départ et de pas dépenser mon énergie. J'avais déjà dépensé beaucoup d'énergie dans tout ça. Donc, je me suis dit, il faut juste que je parte et que je lâche le dossier. Et tant pis, je partirai avec moins. Enfin, avec rien, du coup, mais au moins bah, avec ma santé mentale, quoi. Ça n'a Oui, pas. c'est Donc, important. oui, voilà. Voilà. Et d'accord. Et oui, en fait, tu es parti, tu as donné ta démission, mais tu avais ce projet-là qui était là. Moi, ce qui m'importe pour les personnes qui nous écoutent, c'est si ça se passe pas bien dans votre job, démissionnez pas tout de suite. Voilà.
C'est le mot d'ordre. On ne démissionne pas. Il y a tellement de solutions en France Oui. pour être accompagné en amont. J'ai parlé de transition pro. Il y a voilà, il y a l'APEC pour les cadres. Trouvez-vous un coach, appelez-moi. Mais surtout en fait, on démissionne pas comme ça à sec et puis on réfléchit après. Voilà, c'est Oui, vraiment non. ça. Oui, non, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je l'ai fait avec l'assurance. J'étais déjà inscrite dans l'école. Je savais qu'il me prenait, que la personne me prenait en apprentissage. Et ensuite, j'ai demandé ma démission. Tu vois, il y a eu ce processus-là. Ça s'est fait très rapidement, en une semaine. Mais oui, j'ai pas fait les choses. Voilà, ça, je pense qu'en effet, c'est hyper important de le souligner parce que bah, ça amène à des situations qui sont tellement inconfortables que je pense que c'est pas l'idéal, quoi. Mm. Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et donc toi, voilà, tu viens de nous expliquer comment tu avais quitté ton CDI. Maintenant, tu es dans la formation. Comment ça s'est passé de reprendre des études et puis des études vraiment hyper techniques, quoi. Donc, C'est vrai. raconte. Bah, je t'ai dit, ça a été très rapide parce que ça a démarré ouais, de octobre à juin, donc c'est 9 mois, quoi. Et extrêmement intense. J'étais, moi, j'étais dans cette idée que de toute façon, j'allais monter mon entreprise à la fin. Euh, J'étais en reconversion à 100%. J'avais tout quitté pour faire ça. Et en fait, j'avais pas le droit à l'erreur. Il y avait pas de plan B, tu vois. C'est ça marche ou ça marche, et c'est toujours comme ça. Après, évidemment, tu t'adaptes aux situations, mais en tout cas, j'ai jamais eu de plan B dans ma tête, et ça a été extrêmement intense. J'étais dans une entreprise où on bossait énormément, notamment à la période de Noël, à tel point que j'ai aujourd'hui un canal carpien sur les deux mains. En fait, c'est la gaine qui est ici, qui par-dessus tous les nerfs qui relient la main au cerveau, qui est compressée, enfin qui se gonfle en fait quand tu fais trop de gestes répétés, qui se gonfle et qui en fait compresse tes nerfs. Donc c'est assez douloureux parce que ça crée des fourmillements, notamment les nuits, ça réveille. Alors heureusement, je ne l'ai pas tout le temps. Maintenant, je suis suivie par des ostéopathes, etc. Et tu peux aussi te faire opérer, ce que j'ai pour le coup essayé de faire. Mais il y a plein de solutions. Mais en tout cas, il en résulte qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai perdu toute la partie motricité fine, je l'ai plus forcément. Donc ça a été intense, très intense, mais j'ai appris énormément et c'est ce que je voulais. Je voulais surtout pas être dans une entreprise où j'apprends pas parce que bah, j'avais tout quitté. Je me retrouve au SMIC alors que j'étais relativement bien payée. Donc ça a été super intense et en plus, au-delà de faire la formation, à côté de ça, je continuais à recevoir des commandes. Des amis, d'amis, des gens de mon quartier aussi, où je vivais en région parisienne, de ma famille, etc. Donc en fait, à côté de cet apprentissage, je continuais à faire grandir cette société, à alimenter ce compte Instagram pour toujours me faire connaître et voir où ça allait me mener, quoi. Et puis monter mon business plan aussi, dans l'idée au départ de monter un projet autour des plateaux apéritifs en vente sur les plateformes de livraison. D'accord. Donc, qui a bien évolué, mais en tout cas, c'était ça l'objectif quand j'ai démarré mon CAP. Donc voilà, est-ce que ça répond à ta question? Mais oui, tout à fait, tout à fait. Et j'entends le ça marche ou ça marche. Oui. Donc, une sorte de force vraiment motrice Ouais. qui t'amène vers voilà ton futur il est là voilà il est à la porte de septembre à juin c'est hyper court. Est-ce qu'il y a eu des moments quand même de doute ou de frein, ou alors en fait tu fais roule au compresseur et j'avance. J'en ai tout le temps. Ça m'a jamais quitté. J'ai peur tout le temps parce que je sors tout le temps de ma zone de confort et de mes habitudes parce que j'ai envie d'amener ce projet loin. Donc en fait, ça ne m'a jamais quitté. Les peurs, les doutes, etc. Mais la différence avec bah, peut-être plein de gens qui rêvent un projet mais qui n'y vont pas, c'est que bah, je passe ce step, ce pas où je me lance et je vois ensuite. Et par contre, il faut savoir, ça demande énormément de remise en question sans arrêt. Ça demande de se comprendre aussi, tu vois, je suis quand même très accompagnée, tant sur la partie
personnel parce que je pense que ton entreprise, elle grandira pas si toi, tu grandis pas. Eh oui. Voilà. Donc, tu comprends. Oui, enfin, pour moi, ça marche ou ça marche parce que j'ai une rage de réussir ce projet, parce que j'ai très envie de montrer, de combattre un peu cette injustice que j'ai pu vivre à plein de reprises dans ma vie, mais où la femme n'a pas sa place dans ce milieu, où tu vois, elle n'est pas reconnue, et j'ai tellement cette rage un peu qui n'est pas toujours hyper saine, mais en tout cas qui me motive à avancer et à aller toujours plus loin et à passer ce pas, je te dis, où tu passes au-delà de ta peur et t'y vas même si tu as peur. Et c'est très inconfortable, mais en fait, plus tu vas dans cet inconfort, plus ça devient confortable et plus aussi tu prends confiance en toi parce que tu te dis, ah ok, je suis capable de le faire. Et en fait, surtout, il s'est rien passé d'horrible quand je l'ai fait. Je suis pas morte, j'ai pas perdu des millions, tu vois, genre, en fait, c'est pas facile et ça l'est toujours pas, mais c'est comme ça qu'on avance, je pense. Après, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais en tout cas, c'est mon avis et surtout mon expérience. Donc voilà. Oui, oui, oui. Et dans toute cette aventure, euh, le fait de garder le cap, c'est comment avec ton entourage? T'as été soutenu ou il y a eu des, des sortes de warnings qui sont arrivés en disant mais reste dans ton CDI? Je pense que j'ai la chance d'être entourée de personnes pour la majorité qui savent, mais depuis toujours, parce qu'en fait, c'est pas juste cette histoire-là, mais je suis toujours là où on m'attend pas. Et quand je me suis mise à faire ce projet, j'ai notamment mon frère qui m'a dit oui, bon, ça va durer combien de mois cette histoire-là, tu vois? Parce qu'en fait, j'ai toujours un peu des idées, des projets, des trucs que je mets en place et qui finalement fonctionnent pas ou qui tombent à l'eau pour X ou Y raison. Et tu vois, bah, j'ai trouvé ça injuste comme phrase. Et dans ma tête, je me suis dit, tu vas voir, ce projet-là, il va marcher. Et un jour, tu vas dire, waouh, c'était quand même bravo, tu vois. Et je me suis dit dans ma tête. Et aujourd'hui, c'est le cas, tu vois. Et il me dit, je t'admire vraiment et je trouve ça chouette parce que bah, j'ai réussi à atteindre cet objectif. Mais je suis quand même très drivée par cette blessure d'injustice, tu vois. Parce que j'ai compris que c'est un peu ça qui me motive tout le temps et que, en gros, bah, quand on me dit non, tu n'y arriveras pas ou fais attention, ça me donne juste encore plus envie d'aller dedans et de montrer que bah, si, si, je vais le faire et je vais y arriver et tu vas être impressionné demain. Donc, ouais, c'est comme ça que je suis. Après, on a chacun nos petites. Voilà. Oui, oui, oui. Bah, j'entends par rapport à tout ce que tu dis Mm. qu'il y a toujours eu cette envie d'entreprendre. Oui, Voilà, on va mettre en place des choses, on va apporter des solutions, on va trouver en fait le moyen. Par exemple, en fait, dans le pâté en croûte, on entend le besoin de d'aller dans on est efficace et on fait quelque chose de parfait. oui, On aligne tout, en fait. Voilà. c'est ça. J'ai un gros besoin de perfection, que ce soit avec moi-même, avec ce que je fais, avec les autres aussi. Donc, ça me dessert parfois d'être trop exigeante. Mais oui, oui, j'ai vraiment ce besoin que tout soit parfait, que tout soit ultra contrôlé. Et des fois, c'est fatigant. Mais ça, c'est un peu le revers de la médaille, tu vois. Mais par contre, bah, ça amène à des belles choses. Donc voilà. Oui. Et là, en fait, voilà. Alors, si je me souviens bien, septembre 2021, tu commences la formation, à ton CAP, tu termines en juin 2022, et entre juin 2022 et c'est janvier 2023, c'est que tu as lancé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé comme étape? Voilà, ces quelques mois. Et ben, dès que j'ai terminé mon apprentissage, j'ai dit, OK, je vais monter ce projet. Alors, c'était plus pour des plateaux apéritifs. J'ai écouté à ce moment-là les peurs des gens, pour le coup, et les doutes. Pas de mon entourage, mais des professionnels qui m'entouraient, de mes pairs. Et en fait, bah, je me suis dit, OK, il faut que je monte une boutique.
parce que tout le monde me disait, tu dois monter une boutique, un laboratoire, ça fonctionne pas et ça fonctionnera pas. Il faut que tu vendes aux particuliers parce que si tu vends aux pros, ça suffira pas. Enfin, voilà. Et j'ai écouté ces peurs-là et je me suis mise à monter des business plans à ce moment-là pour ouvrir une boutique. Une première boutique qui était dans la ville où je vivais à ce moment-là, qui était à Courbevoie. Et puis une deuxième boutique plus tard, parce que ce premier projet est tombé à l'eau, une deuxième boutique dans Paris, dans un marché couvert, où je voulais créer un projet d'une boutique qui était quand même toujours autour de ces produits d'apéritif, de charcuterie faite maison, bien faite, etc. Euh, Pas de charcuterie ultra classique comme on le voit parfois, mais il y a quelque chose qui me bloquait au fond de moi, qui n'était pas aligné, encore une fois, avec les valeurs que j'avais, et c'était cette valeur de gestion de stock et de Mhm. gaspillage alimentaire, comme on en parlait au tout Oui. début. Et en fait, j'étais tellement pas alignée avec ça que bah, soit je m'auto-sabotais, donc je faisais en sorte que ça fonctionne pas, j'avançais pas sur le projet, j'allais pas au rendez-vous, enfin, pas forcément, je planifiais pas le rendez-vous que je devais planifier, tu vois, des choses comme ça qui faisaient que le projet était bah, bloqué en fait. Mhm. Et en mars 2023, je vais manger par hasard dans un restaurant. Et en fait, ils ont une plaque d'un fournisseur dont je cherche le numéro. Et donc, je commence à discuter avec les restaurateurs. Et donc, ils sont un peu interpellés par ma question. On discute un peu. Je leur explique que bah, moi, je fais du pâté en croûte, je voudrais monter une boutique. Voilà, je suis en train de monter le projet, etc. Et en fait, il me dit, mais fais-moi goûter tes produits parce que, on vient d'arrêter notre collaboration avec notre fournisseur de pâté en croûte et on cherche quelqu'un qui en fait. Et donc, une semaine après, j'étais chez eux et ils ont dit, bah, nous, dès que tu es prête, on prend tes produits. Et en fait, il y a eu ce déclic-là où je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et en plus, comme j'avais évolué dans le milieu de l'hôtellerie de luxe avec une formation en management hôtelier, j'avais énormément d'anciens camarades de classe qui aujourd'hui sont directeurs commerciaux d'hôtels, directeurs de restaurants, enfin, tu vois, qui sont dans ce milieu donc qui ont des contacts, évidemment, qui me disaient aussi, bah, dis-nous, et on te fait rencontrer le chef, on te fait rencontrer l'acheteur, enfin telle ou telle personne. Et en fait, tout s'est débloqué dans ma tête. Et 3 jours après, j'avais, par hasard aussi, tu vois, tout s'est un peu goupillé comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, je dis par Non. hasard. Je sais Ouais. dis parce que ça parle plus dans la tête des gens, mais moi je sais qu'il n'y a aucun hasard et que c'est que des opportunités que tu attrapes ou pas. Et en fait, 3 jours après, j'avais un rendez-vous avec la mairie et j'ai le maire qui est vraiment à côté de moi et je lui dis, mais vous aviez raison, je vais monter un laboratoire, je veux plus de boutique, aidez-moi à trouver un labo, juste un endroit que je peux transformer en laboratoire à Courbevoie parce que c'est là où je vivais et c'est là où je me sentais le mieux. Donc du coup, 3 jours après, j'avais rendez-vous pour visiter le local dans lequel je suis. Donc après, entre mars et octobre, il y a eu tout ce temps où j'ai repris un local qui était nu, hein, il n'y avait rien du sol au plafond, il a fallu tout faire. Donc du coup, de mars à octobre, il a fallu monter le business plan, du coup qui était plus le même puisque c'était juste un laboratoire pour produire que du pâté en croûte, que pour les professionnels de la restauration. Donc ça demandait une structure qui était très différente d'une boutique, avec une cuisine classique puisqu'il fallait tout segmenter pour des normes d'hygiène, etc. Oui. Donc il y avait plus d'espace. Enfin, il y avait beaucoup de choses à mettre en place au niveau de l'hygiène, de la DDPP qui s'occupe de l'hygiène dans la région, etc. Et donc, en fait, entre mars et octobre, ça a été ce temps de monter ce business plan, de trouver les financements et puis d'ouvrir la société. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que dès juin, alors que j'avais pas signé le bail, j'avais pas commencé de travaux et je savais qu'il y en avait un tas, et ben j'ai commencé à contacter les prospects que j'avais à ce moment-là en leur disant bah mon labo sera prêt mi-octobre, vous pouvez commander dès maintenant et, et en fait j'ai eu des commandes et tout le monde me disait mais t'es complètement folle, on est en plein été, déjà il y aura pas d'entrepreneur pour faire tes travaux. Trouver
Un prêt bancaire, ça va être impossible à ce moment-là, juillet, août. Et moi, j'ai dit non, non, j'ai des gros clients qui attendent. Le 18 octobre, ce sera la première livraison. Coûte que coûte, et ce labo va ouvrir. Et tu vois, j'avais cette détermination tellement forte que j'ai réussi à embarquer des gens avec moi et que j'ai réussi à trouver un prêt avec un banquier qui est extraordinaire, qui me répondait pendant ses vacances, qui m'a fait son prêt pendant ses vacances quand moi j'étais aussi partie. Tu vois, les travaux. Pareil, ils ont trouvé des gens qui sont arrivés en 3 jours, qui ont commencé les travaux. Je leur ai dit, il faut que ce soit fini en septembre parce qu'ensuite on va commencer ça, ça et ça jusqu'à l'ouverture. Et ils ont fini dans les délais à chaque fois. Et parce que j'ai jamais lâché. Et parce que surtout, j'ai arrêté à ce moment-là d'écouter les peurs des autres. Et quand on me disait, non, non, mais décale ton ouverture à janvier, j'ai dit, mais c'est impossible, je peux pas rater Noël. C'est pas possible. Tu Ouais. vois? Et j'ai des clients qui commencent leur carte d'hiver en octobre. Donc, il faut que je commence avec eux en octobre. Et c'est comme ça, pas autrement. Donc, on va le faire. Et voilà. Et du coup, j'ai réussi à embarquer des gens comme ça. Et il a fallu trouver ces personnes. Je me suis aussi pris des murs, des banquiers qui m'ont regardé de haut, qui m'ont dit que le projet était pas trop ambitieux, mais qu'ils ne le comprenaient pas parce que c'était pas un resto, c'était pas une usine de pâté, c'était un truc artisanal. En même temps, c'était pas une industrie. En même temps, il n'y avait pas de boutique, donc ils étaient un peu perdus sur le dossier, tu vois. Et donc je me suis mangé des bons murs, tu vois. Ouais, ouais. Je te dis, avec dont un banquier, je me souviens, qui me regarde un peu de haut et qui me dit, mais vous allez pas en avoir marre de faire des pâtés en croûte à un moment donné? Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais toi, t'en as pas marre de lire des chiffres de business qui seront pas les tiens, tu vois? C'était trop lunaire. Et en plus, j'avais tellement cette vision aussi de, oui, au début, je vais faire le pâté moi-même, mais demain, ce sera pas moi. Et demain, je serai ailleurs. Donc non, je vais pas en avoir marre, parce que le jour où j'en aurai marre, je vais rebondir, tu vois, et ce sera toujours comme ça. Donc, enfin, c'était hyper lunaire, mais oui, oui, je me suis mangé des bons murs, souvent. Mais tu gardes ta pugnacité et ça marche ou ça marche. Oui, ça, oui, clairement. S'adapte évidemment au marché, tu vois. Je sais que je sors des produits que moi j'aime beaucoup, ça marche pas, bah, je suis pas bornée non plus. Tu vois, je suis déterminée, mais pas, enfin, pas juste avec des œillères en me disant ça va fonctionner. Il faut quand même s'adapter et comprendre le marché et évoluer avec, sinon tu te plantes, je pense, si tu es juste dans ton idée ultra fixe en te disant je fais comme ça, je change pas et tu peux pas ne pas changer les choses et t'attendre à un résultat qui est différent, tu vois. À un moment donné, C'est certain. donc, il faut quand même être très à l'écoute et tout le temps, bah, je te disais tout à l'heure, tout le temps se remettre en question. Je fais ça sans arrêt, tu vois. Est-ce que je devrais faire ça autrement? Comment je peux le faire mieux? Je pense que c'est trop important. Oui, oui. Et donc là, tu nous as partagé en fait que tu avais, grâce à ton expérience précédente, énormément de prospects que Mm. tu pouvais rencontrer. Donc, tu t'es organisée pour commencer en octobre pour être prête pour la période de Noël. Voilà. Donc, tu as des clients qui sont des professionnels. Voilà. Tu as ton laboratoire. Tu es à l'époque toute seule ou tu as déjà commencé à... Oui, d'accord, je vois, oui. Et Non. comment est-ce que tu as étoffé en fait? Parce que j'imagine que là, t'es plus toute seule. Et ben, je suis toujours toute seule, mais j'ai des Ah, dis donc. Ok. Ouais. En fait, je travaille pour le moment, quelque chose que je suis en train de faire, de structurer. Mais comme je te disais tout à l'heure, ça rejoint ça, c'est que je suis tellement exigeante avec moi-même que je le suis énormément avec les autres. Mais on n'a pas la même façon de voir les choses parfois. Donc pour le moment, je travaille avec des extras. J'ai pas encore trouvé cette perle qui va grandir avec moi dans cette entreprise, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille pour avoir la bonne posture aussi de manager. C'est quelque chose que je fais mal pour mon entreprise. En tout cas, j'ai du mal à manager les gens parce qu'il y a beaucoup d'affect dans ce projet-là aussi. Tu vois, j'ai tout mis, j'ai fait tapis, j'ai mis mon argent, toute mon énergie, j'ai sacrifié beaucoup. Donc c'est vrai que c'est plus facile de manager des gens quand c'est pas ton entreprise que quand c'est la tienne. Donc là, je suis en train de structurer cette partie-là et de tout reprendre à zéro et de me dire, OK, comment est-ce que j'avance maintenant et quels sont mes objectifs de demain. Mais je travaille pour le moment avec des extras et des prestataires, donc des gens en freelance.
Voilà, mais j'ai pas de personne fixe avec moi dans le laboratoire toute la semaine. Mhm. Oui, oui. Ouais, c'est un management quand même, le management de prestataires externes. Et voilà, il y a tout le côté organisation, le Ouais. côté gestion de l'humain. Et donc, au quotidien, tu, tu partages des choses comment? Je suis partout. Mhm. En gros, aujourd'hui, j'ai un système sur commande. Donc, du coup, bah, je suis 100% alignée avec ces valeurs parce que j'ai aucune perte alimentaire et ça, c'est très chouette. En fait, j'ai des clients professionnels qui me commandent le dimanche. Le lundi, je suis pardon, sur toute la partie administrative. Donc, gestion de commandes, gestion de comptabilité, enfin, tout ce sur quoi je peux avancer. Au niveau administratif, gestion des réseaux sociaux aussi, puisque je fais aussi ça seule. Le site internet, pareil. Tout ce qui va être brochure, publicité, etc., je vais m'en occuper. Donc, du coup, le lundi, ça va être vraiment axé sur ça au maximum et prendre tous les rendez-vous que je peux aussi à droite à gauche, soit sur de la prospection pour faire des dégustations avec des futurs clients, soit aujourd'hui en podcast. Enfin, voilà. Tous ces rendez-vous, je vais les planifier le lundi. Et après, à partir du mardi jusqu'au vendredi matin, je suis complètement en production. Donc, Mhm. c'est quelque chose que j'essaie de déléguer pour le coup aujourd'hui parce que bah, j'ai pas de plus-value finalement maintenant dans l'entreprise et il y a de belles choses à faire ailleurs. Et je pense que c'est complètement possible de former des gens sur ce produit. C'est pas un produit sorcier, ça demande un peu d'apprentissage, etc. Et le vendredi matin, les produits sont envoyés chez mes clients partenaires, donc les restaurateurs. Voilà. Et après, le reste de la journée de vendredi, c'est gros ménage, mais ça, je l'ai complètement délégué, donc je suis plutôt très contente. Euh, parce que ça prend beaucoup de temps et c'est très fatigant, surtout quand tu arrives sur la fin de ta semaine. Et puis, l'après-midi, soit j'ai des ateliers à domicile, comme je te disais, soit je vais reprendre toute la partie administrative, facturation, etc., etc. Un peu la même chose que lundi. Mhm. Après, le week-end, bon, j'essaie de m'accorder des sas de décompression, mais souvent, j'ai des ateliers à domicile, samedi ou dimanche, ou les deux. Voilà, donc je travaille énormément, c'est quelque chose que j'essaie de replanifier un peu. Mais c'est difficile de dire non à quelqu'un. Et tu vois, bah, les ateliers à domicile, par exemple, tous les ateliers à domicile qui ont été planifiés de janvier à septembre, ils ont été commandés à Noël, tu Ah vois. oui. Mhm. Oui, la seule en France, il me semble, à donner des ateliers à domicile sur ce produit. Et donc, en fait, bah, je lance l'offre à Noël et ça marche tellement que finalement, bah, tu vois, tu as les 9 mois qui sont bookés et tu as du mal à dire non. Donc, tu essayes toujours de trouver une place pour un client, mais un atelier, c'est ma journée entière. Mhm. Euh, c'est 4 heures sur place, mais c'est bah, y aller, revenir, ranger, préparer les produits aussi avant. Enfin, il y a énormément à préparer, donc finalement, c'est ma journée, même voire plus. Donc voilà, j'essaye quand même de m'accorder des sas, je te dis, de décompression, mais c'est pas simple. C'est un travail pour le coup sur lequel je suis en train de... Oui, tu disais que voilà, tu continuais à travailler sur différents points et voilà. Et, Oui, oui, bah et- parce que j'ai tellement envie de... Enfin, en fait, j'ai toujours cette vision depuis le début d'amener le projet très loin. Donc, je suis sans arrêt en train de me dire, OK, c'est quoi la prochaine étape et comment j'y vais? Et c'est ce que je fais depuis le début. Et depuis que j'ai commencé ce produit, je pense qu'il n'y a pas 12 heures où j'ai pas bossé dessus parce que je suis, tu vois, où j'ai pas pensé à une idée, où tout m'alimente. Enfin, tout ce que je fais et toutes les personnes que je rencontre alimentent ce projet. Tu vois, donc en fait, je suis sans arrêt là-dessus. Ça me passionne trop pour que j'arrête, tu vois. et puis, l'entrepreneuriat permet également de nourrir cette curiosité et cet appétit de plein de choses différentes, puisque j'entends administratif, ok, mais j'entends communication, j'entends la partie commerciale, j'entends, ok, le produit, j'entends la transmission avec les ateliers. Enfin, voilà, tu parlais de ton livre tout à l'heure, la transmission y est aussi. Et, euh, et donc, oui, par rapport à tout, tout cet univers en fait que tu t'es construit et qui est
Un peu comme lors du Big Bang, l'univers est en construction perpétuelle. Euh, Là, en fait, j'ai un point qui m'est venu par rapport à ce que tu me partageais. Donc, tes prospects et tes clients sont autour de Courbevoie ou tu livres à plus grande échelle? Aujourd'hui, ils sont essentiellement autour d'ici, à 80 km au maximum, pour des raisons d'hygiène, en Mhm, fait. Parce que pour l'instant, c'est un peu technique, mais en fait, je suis en dispense d'agrément sanitaire, donc j'ai une petite partie de l'agrément qui me permet de produire pour les professionnels. Dès que tu veux vendre aux professionnels de la restauration et que tu es un intermédiaire entre toi en tant que producteur et ton client final, celui qui va manger, il faut que ton laboratoire soit réglementé et agrémenté. Et aujourd'hui, j'ai ce petit bout d'agrément, mais pas l'agrément complet, qui me permettra à terme de produire en beaucoup plus grosse quantité et d'envoyer les produits beaucoup plus loin. Donc c'est mhm. quelque chose que je suis en train de mettre en place. Là, on est en train de finaliser le dossier avec le laboratoire pour pouvoir l'envoyer à l'ADDPP, tu vois, qui s'occupe de l'hygiène et des contrôles, etc. Donc c'est en cours. Mais pour le moment, je suis bloquée en Île-de-France. Et les ateliers à domicile, j'ai de la demande. En mars, j'étais en Normandie, j'ai de la demande à Chartres, à Rennes. Donc pas trop loin quand même, parce que tu déplaces énormément de matériel. Oui. Mais je me déplace quand même. Et après, la demande de produits, pour le moment, elle est quand même très centralisée à Paris, en région parisienne. Mais j'ai quelques enfin quelques prospects en tout cas, qui commencent à arriver et à me dire, bah, nous, les produits nous intéressent aussi. Donc voilà, à voir comment les choses évoluent dans le futur. Oui, oui, j'entends. Voilà. On évolue petit pas par petit pas. Et est-ce que tu partages en fait là par rapport à ton cercle de production? Euh, J'entends la fibre RSE qui est toujours là par rapport au gaspillage alimentaire. Je pense que tu interviens aussi avec des producteurs locaux. Oui, au maximum, j'essaye au maximum. Ce qui est de moins en moins simple pour des raisons, encore une fois, d'agrément sanitaire, parce que tu as obligation de travailler avec des entreprises qui ont aussi cet agrément, qui est très lourd à mettre en place, qui est très coûteux, etc. Donc tous les petits producteurs n'ont pas la possibilité de le faire. Mais j'essaie de travailler en direct des éleveurs et des producteurs, des agriculteurs, etc. Ça me tient vraiment à cœur. Par exemple, celui qui me fournit la viande de cochon, il est dans le Perche, en Normandie. Et après, j'ai un producteur aussi, évidemment, de magret de canard et foie gras qui va se trouver près des Landes, dans le sud-ouest. Donc voilà, mais j'essaie vraiment de travailler en direct parce que ça me permet de rencontrer des gens qui sont aussi passionnés que moi. C'est pas que des vendeurs qui vont te vendre un produit qu'ils achètent pour vendre. C'est des gens qui vraiment sont passionnés par le métier, qui vont en plus savoir beaucoup mieux travailler avec le produit que toi. Donc c'est super intéressant. Et j'essaye aussi de travailler donc au maximum en local. La farine vient des moulins de Versailles, donc dans le 78. Et puis au maximum, enfin du mieux que je peux en bio ou en agriculture raisonnée. Donc sur tout ce qui va être par exemple les fruits secs, la farine, la fécule de maïs, ce genre de produits que je peux intégrer. Voilà. Donc oui, j'essaie, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est comme ça que j'ai grandi aussi, avec le potager de mon grand-père, avec le marché du dimanche, on achetait local, chez l'agriculteur. Enfin, du coup, il y a vraiment eu cette éducation-là qui m'a forgée et qui aujourd'hui est importante pour moi. Oui, oui. J'entends que c'est une base par rapport à tout ton univers, quelque chose de sain sur lequel, en fait, voilà, tu parlais d'hygiène d'un côté par rapport au côté professionnel, mais j'entends aussi le côté d'authentique. Oui, 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 complètement. Mm. Et, et, euh, et là, en fait, par rapport à donc je vois par rapport à tes envies, tes passions, en fait. Et là, donc tu as ton laboratoire qui est en pleine expansion progressive, Oui. raisonnée. Voilà. Tu as rajouté, je voudrais qu'on revienne un petit peu à ton e-book et à Oui. ton futur livre. Voilà. Cette partie transmission,
t'es venue avec les ateliers? Elle t'est venue comment? Euh, je pense que, tu vois, là, tu viens de me poser une question et je viens de repenser à quand j'étais toute petite. Mon frère était en maternelle encore, donc j'ai très peu d'écart d'âge avec mes frères. On a 2 ans et 3 ans d'écart. Et avec le plus petit, donc celui avec qui j'ai 3 ans d'écart, quand moi je devais être au CP, CE1, que lui était en maternelle, je lui faisais l'école quand il rentrait le soir. Donc je lui apprenais des trucs. Je lui apprenais à lire, à écrire, à compter, à lire l'heure. Enfin, et j'adorais faire ça. Donc je pense que, tu vois, j'ai toujours eu ça aussi. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup gérer aussi. Il y a peut-être eu ce truc où j'ai envie de contrôler un peu. Peut-être, je sais pas, c'est à lui de le dire. Mais en tout cas, j'aimais transmettre et expliquer et apprendre aux gens. Je trouvais ça super chouette pour montrer que bah, c'est possible. Et ce e-book et ces ateliers, c'est vraiment l'idée de... je sais que c'est un produit qui prend du temps, qui peut paraître très impressionnant, qui est considéré dans la gastronomie comme un monument, parce qu'en plus, ça rejoint plein de métiers différents. Ça rejoint le métier de boucher, de charcutier, de pâtissier, parce que tu as le travail de la pâte, de cuisinier aussi, parce que tu as énormément de produits travaillés dans le produit fini. Donc en fait, ça rejoint tellement de métiers qu'il y a des gens qui voient le produit en se disant, oh là là, c'est un monument, je vais jamais pouvoir y arriver. Et c'est un peu ce que je me suis dit au début, mais je me suis lancée avec cette espèce d'innocence, tu vois, où tu es un peu crédule et tu te dis, moi, je vais tenter et on verra bien ce que ça donne. Mais donc, j'ai vraiment envie de donner cette envie aux gens d'essayer et de montrer aussi que c'est pas... il faut des petits conseils, des astuces qui sont pas souvent donnés ailleurs. Et que moi je viens donner et que surtout je viens montrer, démontrer que c'est possible de le faire chez soi, c'est possible de le faire avec son four. La dernière fois, je me suis retrouvée face à un four. J'avoue que j'ai un peu paniqué, mais il montait pas au-dessus de 150 degrés. Ah Alors que oui. c'est un produit qu'on met chez un particulier, je lance le four à au moins 250 au départ pour qu'il chauffe vraiment, et puis après on rebaisse la température, etc. Mais là, quand j'ai vu que le four montait pas à plus de 150, je me suis dit ça va être compliqué d'avoir un bon résultat, mais on va essayer quand même. Tu vois, où normalement on utilise un four à chaleur tournante pour être sûr que tous tes côtés soient bien cuits. C'est le lendemain de ce fameux atelier avec le four à 150, j'ai eu un autre four où il n'y avait pas de chaleur tournante. Et je me suis dit, bon, on va essayer comme ça aussi. Et franchement, à chaque fois, ça a fonctionné. Donc c'est possible avec n'importe quel four. Je peux le dire maintenant parce que j'étais même pas moi-même convaincue. Avec n'importe quel four, c'est possible de le faire. Il faut juste des astuces et un savoir-faire qui fait que tu maîtrises le produit au point où tu vois s'il va cuire, enfin, comment il réagit dans le four. Et ça, c'est, enfin, la partie cuisson, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment la plus charnière. En plus, c'est celle qui arrive à la fin du processus, donc après 3 jours. Donc, quand ça rate, c'est quand même compliqué à gérer émotionnellement, tu vois. Pour moi, en tout cas, ça l'était. Je pleurais devant le four. Donc, j'ai juste envie de montrer aux gens que c'est possible. Ils n'ont pas besoin de pleurer devant. Et bon, tout le monde ne le fait pas hein, quand tu cuisines, mais moi, j'étais un peu. Ça te tenait à cœur. Cocasse. Ouais, voilà. Mais oui, oui, montrer que c'est possible et avec des techniques, des petites astuces qui sont pas forcément données. Et comme je t'ai dit, c'est un e-book en plus qui est interactif. Donc évidemment, pendant l'atelier, on va faire tous les gestes ensemble, etc. Mais dans le e-book, quand tu cliques sur des mots techniques, bah, tu as le geste technique en question expliqué en vidéo. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose que les gens qui ont fait les ateliers à domicile ont de façon gratuite et illimitée après leur cours, ce qui leur permet de se sentir un peu plus serein quand ils vont revenir sur le produit Mm. euh, et le refaire chez eux eux-mêmes. Mais j'ai vraiment à cœur de montrer que c'est possible et que tout le monde peut le faire, en fait. Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a cette envie de transmettre et de peut-être désacraliser le produit Tout en à fait. disant Oui, oui, c'est complètement. accessible Oui, oui, qui non, a envie en fait. complètement. Parce que tu vois, la majorité des livres que tu vas trouver aujourd'hui sur le marché, c'est des livres qui sont euh, adaptés à des fours, mais souvent professionnels. Ou s'ils sont pas professionnels, c'est adapté à un four, mais tous les fours sont différents. Et donc, tu vas pas cuisiner de la même façon et tu vas pas cuire le produit de la même façon. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête et c'est pour ça que ces ateliers-là, ils sont super parce qu'ils te permettent vraiment bah oui, de prouver que c'est possible, oui.
et clairement de désacraliser, en effet. Mm. Et je suis en train de penser, donc les ateliers, là, tu les fais chez les personnes, puisqu'en fait, tu y vas, voilà, avec tout le matériel. Est-ce que tu fais aussi des ateliers collectifs? Je fais des ateliers collectifs dans le sens où s'ils veulent être quatre, ils peuvent. Mais Mhm. c'est un atelier privé. Donc c'est par D'accord. exemple toi et des amis, tu vois, et vous êtes 2, 3, 4, 5, selon l'espace que tu as dans ta cuisine. Je conseille rarement plus de 8 personnes parce que c'est pas cohérent et ça va pas, ça va être moins qualitatif. Mais en tout cas, vous pouvez être beaucoup plus nombreux si vous avez envie. Pareil, je peux faire aussi du team building en entreprise où là, vous êtes bah, forcément beaucoup plus nombreux. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités avec ce produit, soit sur de la démonstration exclusivement, soit où on va le faire tous ensemble et voilà. Mais par contre, je fais pas de cours collectifs où tu arrives et tu ne connais pas les gens. Ça, Mhm. c'est pas quelque chose que je propose. C'est quelque chose qui est déjà proposé chez des gens, des concurrents. C'est un créneau sur lequel je vais pas pour la simple et bonne raison que mon atelier, enfin, pour des raisons de sécurité alimentaire et d'hygiène, et de sécurité tout court, en fait, parce qu'il y a beaucoup de matériel bah, dangereux, coupant, tranchant, tout ce que tu veux. Donc, pour toute la sécurité de personnes et alimentaire aussi pour bah, le reste des produits que je fabrique, je n'accueille pas dans mon laboratoire. D'accord. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Et en plus, le but pour moi, c'était vraiment d'apprendre à faire avec ton matériel. Donc, bon, bah, quel est l'intérêt de te retrouver avec un super four qui va cuire le produit hyper bien, mais en fait, tu vas rentrer chez toi, tu vas être un peu perdu, quoi. Donc, Oui, oui, c'était... Mm. oui, Voilà. oui, oui. Oui, oui, non, j'entends, j'entends tout ça derrière. Et par rapport, euh, bah, est-ce que tu viens de nous partager le fait de, ok, on pourrait le faire dans un super four, comme tu dis, mais c'est bien aussi de pouvoir le refaire chez soi. Euh, J'entends aussi tes valeurs par rapport à la cohérence de tout ça. Et, et c'est quelque chose, en fait, depuis qu'on a commencé, voilà, notre discussion, il y a la cohérence qui reste comme un fil conducteur. Euh, J'avais vu donc sur ton profil que tu étais membre de Team for the Planet, que tu étais aussi au Collège culinaire de France. Voilà, au niveau de la cohérence, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus autour de ces deux causes? Bah, enfin, pour moi, c'est des causes qui sont importantes enfin, c'est important pour moi de mettre mon argent où ça me semble le plus pertinent, le plus cohérent, où on a le même respect de la planète et des gens. Donc voilà, donc Team for the Planet, bah, évidemment pour l'environnement. Et puis, tu as le Collège culinaire de France, c'est pour vraiment défendre la gastronomie artisanale. Parce que bah, je pense qu'on a tous entendu ces scandales avec des restaurants qui font rien maison mais qui affichent maison, enfin des choses comme ça. Et donc vraiment, le Collège culinaire de France, c'est exclusivement des artisans, des producteurs, des restaurateurs, des gens du milieu de la gastronomie euh, qui travaillent de façon artisanale, de façon durable et qui ont mes valeurs. Et je trouvais ça tellement important de pouvoir m'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs, qui vont dans la même direction. Ça me conforte aussi dans mon idée que bah, je suis au bon endroit et que ce que je fais, c'est bien et voilà, et que je fonce pas dans le mur. Et puis, il y a un vrai impact aussi. Donc, ça, pour moi, c'est essentiel. Donc voilà. Et en plus, ça m'apporte énormément bah, en termes et de visibilité et de réseau. Donc, tu as cette double partie-là où et ça t'apporte humainement et professionnellement, tu vois. Oui, Donc, oui, tu équilibres les deux et tu restes aligné avec ce qui fait sens pour toi. Oui, oui, je l'entends comme ça. Et, euh, et là, en fait, on arrive doucement à la fin de l'interview. Tu as eu un commentaire élogieux de Thierry Marx.
Tu peux nous en dire plus? C'est vrai. Je l'ai rencontré à un concours que j'ai fait en novembre 2024, qui est le concours Prix Goût et Santé, qui est le prix Goût et Santé, qui est, ça aussi c'était marrant parce que c'est un concours pour les artisans qui mettent en avant le bien manger et la santé dans leurs produits. Donc, quand j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais Manon, tu devrais t'inscrire, j'ai un peu rigolé en me disant, mais jamais ils vont accepter de la charcuterie. Ils vont voir charcuterie, ils vont m'éliminer direct, ils vont même pas aller chercher midi à 14h, tu vois. C'était pas, pour moi, c'était impossible. Et en fait, je me suis inscrite et puis on m'a appelé pour me dire, t'es finaliste. Et franchement, j'ai explosé de rire quand on m'a dit ça parce que j'y croyais pas du tout. Finalement, je me suis retrouvée dans ce concours en me rendant compte en plus, en calculant les valeurs nutritionnelles d'une tranche de pâté en croûte, que bah, c'est hyper sain. Si tu ne manges que ça, par Mm. contre, il faut pas, avec une petite salade, c'est pas pour faire une entrée, ensuite tu fais un plat, un dessert, ça va pas fonctionner. Mais en tout cas, en termes de nutriments, c'est hyper intéressant comme produit parce que tu as tout dedans, quoi. Tu as du glucide, de la protéine, du lipide, enfin voilà, donc c'est très complet. Et donc, je suis partie à ce concours dont Thierry Marx était le président du jury. Et j'ai eu la chance de pouvoir lui faire goûter le produit et de pouvoir échanger avec lui. Et en effet, quand il a goûté et qu'il m'a dit ton assaisonnement est parfait, je me suis dit, ok, tu vois, ça a effacé tous les gens qui ont critiqué sans même avoir goûté, enfin, qui ont essayé de me rabaisser ou de me faire échouer, tu vois. Et je me suis dit, ok, si lui, que j'admire beaucoup et que j'admire énormément encore, me dit que c'est parfait, bah, ok, c'est bon, tu vois. J'ai gagné, en fait. J'ai gagné, mais toujours après dans cette idée de me dire, ok, super, maintenant c'est quoi la prochaine étape, tu vois. Mais oui, oui, c'était une très, très, très belle rencontre. Ouais. Et oui, c'est des rencontres qui portent. Oui, bah oui, en fait, des gens que tu admires dans ton milieu te disent, enfin, reconnaissent ton travail, bah, en fait, c'est hyper gratifiant. Donc, oui, c'était très, 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 c'était une très belle rencontre. Mm. Écoute, merci pour ce retour par rapport à ça. Et là, comme je disais, on arrive à la fin. Je vais avoir besoin de quelques petites phrases de ta part, mais déjà, euh, si tu avais un dernier conseil à donner à quelqu'un qui veut faire une reconversion comme toi dans le même milieu, tu lui donnerais quoi comme conseil? Dans le même milieu, Mhm. hum, c'est une bonne question. Tu vois, j'ai jamais réfléchi à ça, mais ça marche, je pense, pour tous les milieux, c'est de tester, de poser des questions, de faire en sorte de rencontrer des gens, de pas hésiter à aller à plein d'événements pour pouvoir rencontrer du monde, se créer les bons contacts, prendre les conseils aussi. Quand je dis prendre les conseils, ça veut dire entendre les conseils, ça veut pas forcément dire les écouter. Tout n'est pas bon à prendre non plus. Quand je dis tout n'est pas bon à prendre, c'est pas par rapport à la personne qui donne le conseil. Je pense qu'elle a toujours de très bons conseils à donner. Par contre, c'est pas forcément aligné avec qui tu es, et avec tes valeurs et avec où tu veux aller et ton histoire en fait. Enfin, personne ne sait mieux que toi ce que tu veux, donc voilà. Je pense que l'essentiel c'est de s'écouter. Euh, mais oui, dans ce milieu, je pense que c'est essentiel de faire un CAP, honnêtement. Et en fait, j'ai même pas eu le choix parce que pour monter la société, il fallait soit pour monter une charcuterie et obtenir le code NAF, le code APE, tu sais, charcuterie, tu es obligé de démontrer que tu as un CAP, charcuterie. D'accord. Voilà. Et je crois que c'est pareil dans le métier de boulanger, par exemple, si tu veux être artisan boulanger. Donc c'est soit tu as toi le CAP, soit tu recrutes quelqu'un qui l'a. Mhm. Mais Mais tu dépends de cette personne, voilà. déjà, tu dépends de cette personne. Et puis je trouve que c'est pas hyper cohérent à mon sens. Et ça, je l'ai pensé tout le temps, mais de manager des gens enfin, dont tu ne comprends pas le métier, tu vois. Et quand j'ai travaillé dans le management en hôtellerie, avant de manager des gens
d'être, par exemple, gouvernante des femmes de chambre, j'étais femme de chambre. Et j'ai fait de la plonge, et j'ai fait de la cuisine, et j'ai fait réceptionniste, et j'ai fait, enfin, tu vois, et serveur, enfin, pour moi, c'est essentiel parce qu'on voit trop des gens qui dirigent mais sans comprendre le métier. Donc si tu comprends pas le métier, que tu sais pas en combien de temps la personne elle peut le faire, tu vas lui donner des objectifs, mais c'est un peu flou quoi. Donc même toi, t'es pas trop sûr de ce que tu avances. Donc c'est un peu... Enfin, je trouve que, en tout cas pour moi, je me serais pas sentie légitime de le faire de cette manière-là. Donc c'est ce que je recommande par rapport à mon expérience. Après, peut-être qu'il y a des gens hyper doués en charcuterie qui n'ont pas besoin de CAP et qui savent déjà tout et trop bien, tant mieux. Mais je pense que de toute manière, ça t'apporte énormément. Et en plus, ça va t'apporter un réseau et des contacts dans le milieu. Donc je pense que c'est important. Parce qu'il y a très peu d'écoles, hein. En Île-de-France, il me semble qu'il y en a une seule, elle est dans le 19e à Paris. C'est le CEPROC. C'est l'école historique des charcutiers. Et les gens viennent de la France entière pour ce CAP. Donc je pense que passer le CAP, ça me semble essentiel, clairement. Et après, ne pas écouter les autres et vraiment s'écouter soi. Et surtout, parce que j'ai déjà eu ce genre de questions, mais ne pas prendre le projet des autres. Ne pas se dire, ah ok, c'est super, ça marche, je vais faire la même chose. Mm. Je vois trop de gens faire ça. Et j'ai des gens qui m'ont contacté pour me demander des conseils. Et en fait, à force de creuser un peu, je comprends qu'ils veulent faire exactement la même chose que moi. Et je dis, mais tu n'y arriveras pas parce que bah, on n'est pas les mêmes personnes en fait. Donc, même si tu essayes tout ce que tu veux et que tu recopies à 100%, déjà, t'as pas plein d'éléments sur lesquels j'ai avancé ou ma personnalité ou pourquoi je suis comme ça et qu'est-ce qui me tient aujourd'hui et pour avancer. Enfin, non, pour moi, c'est trop important de monter quelque chose euh, bah, en accord avec toi-même, quoi. Et je comprends pas, enfin, en plus, quel est l'intérêt et comment est-ce que tu te sens à la fin en te disant, bah, j'ai monté un truc, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelque chose que j'ai copié. J'arrive pas à cerner, tu vois, comment est-ce que tu te sens à la fin, quoi. J'ai un peu du mal à comprendre, j'avoue. Mais après, s'inspirer, évidemment, parce qu'on le fait tous. Et j'ai rien inventé, je me suis juste inspirée des autres. Mais il faut s'écouter et trouver quelque chose qui est vraiment bah, aligné avec qui t'es, quoi. Parce que en plus, c'est des métiers qui sont difficiles. C'est des métiers qui sont difficiles, où tu bosses sur des heures quand même assez longues, où tu es debout tout le temps, tu portes des charges lourdes. Donc, c'est des métiers de passion. En général, je connais personne qui s'est mis dans ce milieu, qui a tenu dans ce milieu sans passion. Donc, si t'es pas assez passionné, pour moi, ça va être moins simple de tenir quand tout s'écroule autour de toi et que tu vois, il faut que tu gardes cette flamme. Je pense que si t'as pas cette flamme en toi et que tu le fais juste pour l'argent en te disant ça a marché chez quelqu'un, je vais faire la même chose, je pense que c'est mort. Enfin, Mm. tu peux pas avancer comme ça. Mais je pense que c'est dans tous les projets d'entreprise que tu fais parce qu'il y a forcément un moment donné où c'est très difficile, où tu fais face à des murs, et en fait, là, si t'as pas cette flamme en toi et cette espèce de rage un peu douce ou de détermination, c'est le moment où tu vas arrêter et c'est le moment où la plupart des Oui, gens arrêtent, je pense. oui, oui, oui. Et c'est bien, tu nous donnes, en fait, on avait le fil conducteur avec la cohérence, la résilience, et tu viens de nous donner un troisième. Donc, on va faire une tresse avec la passion. On a commencé avec la passion, voilà. T'as débauché et on reste avec cette passion qui est en fait ta flamme et qui te permet en fait d'aller contre vents et marées et de continuer à avancer. Et donc oui, en fait, j'aimerais qu'on termine avec deux phrases. La première, est-ce que tu pourrais résumer en fait la mission de Nonam en une phrase? Je dirais que c'est de réconcilier la tradition et l'innovation dans la charcuterie, en la modernisant, en la féminisant et en la rendant responsable et créative. Ouais, ça me semble pas mal.
Ça résume, voilà, je sais pas depuis combien, voilà, un peu plus d'une heure de discussion en une seule phrase. C'était, voilà, c'était concis. Je te remercie. Et puis, une dernière question et promis après, je te laisse t'envoler. Quelle phrase te garde motivée au quotidien? Euh, j'ai peur, mais j'y vais. Alors, c'est pas vraiment la phrase qui me tient motivée, mais je dirais un peu dans la même idée. Cette phrase qui dit, que je ne l'ai pas du tout inventée, hein, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce que on n'ose pas que c'est difficile. Et je trouve que c'est tellement vrai, parce qu'en fait, quand tu fais pas les choses, bah finalement, 3 ans après, tu es toujours au même endroit et tu as un espèce de projet qui reste un rêve. Et en fait, bah, t'avances pas. Forcément dans ce projet et bah, tu te crées de la frustration tout seul et en plus plus tu n'y vas pas, plus tu as peur d'y aller. Donc, donc plus tu attends, je trouve, plus c'est difficile en fait. Donc, et d'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui prennent les décisions les plus vite. Tu vois? Ça veut pas dire qu'ils font pas d'erreurs et qu'ils vont pas carrément se manger un mur ou échouer complet. Et tout le monde a déjà échoué s'il a réussi, tu vois, c'est une certitude. Enfin, il n'y a personne qui a réussi 100% de ce qu'il a fait dans sa vie. Il a échoué plein de fois avant. Mais oui, oui, en fait, plus t'attends, plus ça devient compliqué. Et en plus, tu loupes le marché, tu loupes les opportunités. Et c'est trop dommage. Donc, vas-y, quoi. Voilà. Mais ben voilà. Bah écoute, on va y aller. Hein, voilà, on va suivre tes conseils et on va, voilà, c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'écouter ce qui est à l'intérieur et qui a envie d'être concrétisé et de saisir les opportunités comme tu as pu les saisir au moment où en fait toutes les étoiles se sont alignées. Donc, écoute, je te remercie beaucoup, Manon. Si des gens veulent te contacter ou avoir ton e-book ou voilà. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Là où je suis la plus présente, c'est sur Instagram. Donc le Instagram s'appelle nonam, Nonam, point Paris. Sur LinkedIn aussi, donc Manon Montessuie. Et puis après, sur le site internet, donc www.nonamparis, tout attaché pour le coup, sans le point au milieu, .fr. Et là, il y a tout, il y a mon contact, toutes les infos et j'essaie d'être hyper disponible. Je réponds tout le temps aux messages Insta, tu vois, même quand je donne des ateliers, si les gens ont des questions ou sur l'e-book, des questions sur des choses qu'ils n'ont pas compris et tout, je reste hyper disponible parce que bah, mon but, c'est pas juste de vendre un truc et une fois que tu l'as, bah, c'est super, je te laisse dans la nature. C'est vraiment que tu comprennes. Et par exemple, les ateliers à domicile, c'est 4 heures, mais c'est pas rare et c'est plutôt très rare que je finisse à l'heure, mais c'est pas rare que je finisse 5 heures après ou 6 heures après des fois. Parce que et je suis très passionnée et surtout les gens ont plein de questions, sont hyper curieux et j'ai besoin d'être sûre qu'à la fin ils ont les réponses à toutes les questions. Donc voilà, donc je suis dispo. Eh ben, écoute, merci beaucoup Manon, merci bah, pour tout ce que tu nous as partagé. Bravo pour cette reconversion à 360, 180 degrés. Enfin, bref, bravo pour voilà, tous tes projets. Belle continuation à toi. On reste en contact, bien entendu. Et puis, ben, écoute, j'espère que des personnes vont venir te voir. Participer à tes ateliers et puis que tu vas continuer à rajouter des pétales à ta marguerite et à ton univers et que tout ça va grandir avec passion. Merci beaucoup pour tes questions, surtout parce que ça m'a fait réfléchir beaucoup. Donc merci. À très bientôt Manon, belle journée. Merci également. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.